Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence qui risque d'éveiller nos papilles et nos mirettes parce que la gourmandise est un régal pour les yeux ou comment l'architecture d'intérieur sublime les mets et aiguise nos sens. Je suis Laetitia Nallet, journaliste et très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et d'animer cette conférence avec deux intervenantes dont vous avez certainement entendu parler ou peut-être vu leur beau projet. On commence par vous, Christine Bonneau. Vous êtes architecte d'intérieur et designer de votre propre agence, Christine Bonneau Studio. Vous avez 3 studios de design d'intérieur en France, en Espagne et tout dernièrement au Portugal. Et à vos côtés, c'est Marie de Roudil. Bonjour Marie. Marie, vous êtes également architecte de formation, fondatrice aussi de votre agence Marie Desroudil. Vous réalisez des projets en France et à l'étranger pour des particuliers, aussi bien que pour des restaurateurs ou l'hôtellerie. Alors, il y a un point commun entre vous, évidemment des projets d'architecture d'intérieur liés à l'alimentation, mais ce n'est pas tout parce que vos deux agences et vos projets ont été retenus pour le célèbre prix Paris Shop and Design. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce prix. Il fêtait ses 10 ans cette année. C'est un prix qui a été mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et qui décerne des récompenses dans plusieurs catégories chaque année. Il récompense des duos, c'est-à-dire le duo commerçant, peut-être vous finalement, et architecte. Et vous pouvez vous inscrire pour participer à ce prix si vous ne l'avez pas encore tenté. Les conditions, évidemment, c'est que votre boutique, commerce, hôtel, bar soit parisien, dans Paris, intramuros évidemment, et puis qu'il ait été aussi réalisé par un architecte d'intérieur. Alors, votre projet, Christine Bonneau, on va peut-être commencer à le découvrir, c'est le plus simple. On y va. Allez, c'est parti. Ah oui, il va y avoir la vidéo, pardon, je suis pas très... Voilà, il y a 2 projets. Donc Christine Bonneau, on a vu, c'est l'Attilio, c'est un restaurant. Et ensuite, voilà le projet de Christophe Michalak, donc une boulangerie-pâtisserie dans Paris. Et on découvre la vidéo. Je suis Clémence Tabaran, responsable des boutiques Christophe Michalak à Paris. Le but de cette boutique était de réunir l'intégralité de l'univers du chef, donc autrement dit la pâtisserie, la chocolaterie, la viennoiserie, les goûters, le pain également, et toute la formule salée. Nous avons fait appel à notre architecte pour constituer un écrin digne des créations de Christophe Michalak, très pur et surtout très chaleureux. Dans un premier temps, d'un point de vue architectural, on a réouvert tout le volume, rehaussé les plafonds pour faire entrer un maximum de lumière. Ensuite, au niveau du concept, on propose un triptyque d'arches qui vont accueillir donc les 3 familles de produits, la pâtisserie, la viennoiserie et les chocolats. La petite touche personnelle, c'est le design sur mesure des luminaires qui vont vraiment, pour le coup, rappeler les boulangeries d'autrefois. Voilà, donc ça c'est la vidéo qui avait été réalisée dans le cadre du prix Paris Shop and Design. Et on va voir maintenant la vidéo de l'Attilio. Mais c'est bien parce que ça vous permet de vraiment découvrir et entrer dans ces projets en images. Benjamin Rizoglu, président du groupe Bentouch, l'Attilio Paris aussi. L'Attilio, c'est une maison, avant toute chose, c'est une maison gastronomique. Et on a un bistrot le midi, une pâtisserie, une chocolaterie, tout est fait maison, des produits frais, 100% maison. Avec un chef gastronomique, 2 étoiles Michelin. Et on a la chance d'avoir une belle maison rue Faubourg Saint-Honoré. Ma fierté, c'est quand mes clients repartent d'ici avec le sourire. Le concept était de créer un lieu de haute gastronomie. Donc nous avons pensé créer un lieu chaleureux, des univers bien distincts avec un bar-bistrot, un restaurant gastronomique, une table du chef. Nous avons vraiment mis l'accent sur des matériaux nobles. J'aime travailler avec des chromatiques de couleurs neutres, toute la palette, pour avoir un effet intemporel, surprenant et chaleureux. Et tout ça, ça donne envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde de la gastronomie, de la cuisine, des pâtisseries, des coffee shops? On voit des nouveaux lieux qui ouvrent un peu partout et qui sont tous plus beaux les uns que les autres. C'était pas vraiment ça avant. Et qu'est-ce qui se passe? Comment vous expliquez ça? Pourquoi il y a la déco comme ça qui s'est invitée dans tous ces projets? Bonjour à toutes et tous.
Alors, on arrive sur des marchés qui peuvent être un petit peu saturés pour tout ce qui est restaurant, bar ou autres commerces. Donc, le fait de faire appel à un architecte d'intérieur, ça va déjà donner une identité forte à l'établissement. C'est très important. Le fait d'avoir un projet aussi bien ficelé, coordonné, dans les yeux du public, ça apporte une notion de qualité d'expérience, qualité de service. Il faut que les matériaux soient beaux et nobles pour nous donner confiance dans ce qu'on va manger. Pas nécessairement. Je pense que c'est la cohérence du projet qui va faire qu'on va avoir une identité forte et on va pouvoir se dénoter des autres acteurs du marché. Le fait, par exemple, de faire appel à un architecte d'intérieur, on va pousser un petit peu plus loin la réflexion, on va oser des choses, on va trouver des astuces, on a une connaissance des matériaux, des mises en scène que des professionnels qui essaieraient de le faire seuls ou par le biais d'entreprises n'auraient pas forcément, ils ne pousseraient pas l'exercice aussi loin que nous pouvons le faire. Mais est-ce que, au-delà de ça, finalement, est-ce que c'est pas un phénomène de mode? Est-ce que c'est pas dû à quelque chose de sociétal, c'est-à-dire notamment l'arrivée des réseaux sociaux, par exemple, le fait que maintenant il faut peut-être une boutique instagrammable pour qu'elle fonctionne? Je vais peut-être réagir à ça. C'est vrai que les réseaux sociaux véhiculent constamment et à profusion les images des produits, des assiettes, des intérieurs des uns et des autres, et je pense que ça génère quelque part une forme, pas de concurrence, ça met en lumière ce que fait la concurrence et ça génère une forme d'émulation chez les professionnels de ces métiers-là, voilà, en leur donnant envie d'avoir quelque chose qui soit aussi à la hauteur de leur enfin, un lieu qui soit le prolongement. Ça, c'est aussi l'énorme avantage de travailler avec un professionnel comme nous. C'est de matérialiser leur philosophie dans un lieu qui permettra à leur clientèle de véritablement s'immerger, enfin de rentrer un petit peu dans leur univers et physiquement, pas seulement dans les images. Oui, donc il y a une identité de marque aussi qui ressort à travers évidemment le travail que vous réalisez. Et puis, pour en revenir quand même à cette grande tendance des réseaux sociaux, c'est vrai que si vous avez une boutique ou un métier de bouche instagrammable, forcément, il va séduire et accrocher au premier abord. Et ça, c'est important. Alors, dans cette déco qu'on peut regarder un petit peu, l'une et l'autre, vous avez deux projets différents. Donc, la boulangerie, pâtisserie pour vous, Marie, et puis le restaurant gastro pour vous, Christine. D'une manière générale, est-ce que vous bousculez les codes? Est-ce que c'est plus comme avant? Parce que là, la boulangerie, elle ne ressemble pas trop à la boulangerie là où allait ma grand-mère. Eh bien justement, c'est peut-être une question de point de vue. Parfois, on a besoin de bousculer les codes, mais à d'autres moments, on a, justement comme ici, on a ressenti le besoin de retrouver certains codes peut-être plus anciens, d'intégrer dans une boutique qui est résolument quand même ancrée dans son époque, des éléments empruntés au passé pour apporter un petit peu d'authenticité au lieu. Alors, sur ces images, on le voit bien, hein, les petits détails de chapelières qui bordent les étagères, qui empêchent les produits de tomber, le grand lustre avec ses globes en verre opalin et les écoinçons qu'on a mis de part et d'autre de la devanture, ces espèces de petits bois en quart de rond qui apportent un petit supplément de charme. C'est assez incroyable parce qu'en fait, je ne sais pas si ça vous fait le même effet quand vous voyez les photos, mais on a l'impression d'être dans un endroit précieux. Ça donne un côté précieux au gâteau, au pain. C'est vraiment un bel endroit, un bel écrin. Donc Christophe, la boutique Christophe Michalak. Et là, ce qu'on voit derrière, la mosaïque, là, est-ce que c'est pour rappeler, par exemple, ce qu'on voit sur le pain, le dessin du pain? La mosaïque, en fait, c'est une mosaïque de carreaux cassés. C'est un matériau que j'ai toujours adoré et que j'ai voulu utiliser dans cette boutique. C'est d'abord un clin d'œil au quartier des Halles et de Montorgueil environnant, avec les rues qui sont pavées de petits pavés blancs. Et puis
Voilà, ça nous a donné l'occasion de travailler avec un artisan mosaïste talentueux qui a même réussi à intégrer le logo de la marque en petits carrés de pâte de verre à l'ancienne. Très, très chouette. Alors, l'Attilio, voilà, on voit ce restaurant. Avant d'entrer dans le détail, j'ai quand même envie de vous demander est-ce qu'il y a une manière particulière d'aborder les restaurants, enfin tous les boutiques, coffee shop, etc., qui ont un lien avec la gourmandise, finalement. Est-ce qu'il y a et l'alimentaire, est-ce qu'il y a une manière différente d'aborder le projet ? Alors, il y a différentes manières. Je dirais que c'est au cas par cas. D'abord, il y a un dialogue avec le client, un dialogue avec le commerçant, la clientèle qu'il va cibler, l'histoire qu'il veut raconter. Ça, c'est très important. Les lieux, la localisation, l'architecture du bâtiment. Et puis après, ce qui compte avant tout, c'est l'expérience client. On parlait de casser les codes. Casser les codes, ça peut être... revenir, comme disait Marie, à des choses très authentiques, avec un savoir-faire artisanal. Ça peut aussi être un mixte de différentes matières, surprendre. C'est vraiment guider, emmener le client dans une expérience culinaire, bien évidemment, mais une expérience sensorielle, pour l'ouvrir justement à mieux apprécier ce que le restaurateur, en l'occurrence pour l'Attilio, propose dans l'assiette. D'ailleurs, je vous invite à y aller, c'est divin. C'est super bon. Voilà. Ah bah, on aura envie. Alors, mais là, par exemple, qu'est-ce qu'on voit au début ? C'est parce que vous nous parlez d'un restaurant, mais c'est une boutique aussi ? Oui. Alors, en fait, l'exercice du projet, c'était vraiment d'emmener le client dans un univers de haute gastronomie. Donc, ça arrive, enfin, le client arrive, rentre dans les lieux et découvre une vitrine où sont entreposées des pâtisseries, des plats, enfin des mets. Et après, le client est emmené, mais on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure, est emmené sur différents niveaux avec différentes expériences. Donc c'est vraiment une expérience globale entre la possibilité de découvrir et d'acheter les produits et après de pouvoir les consommer. Qu'est-ce qu'on voit ici là ? C'est quoi ce luminaire incroyable ? Alors, ce n'est pas à proprement parler un luminaire, ce sont des soffites acoustiques suspendus avec des spots intégrés et la lumière rayonne à travers ces soffites suspendus. Donc ça veut dire que un luminaire à proprement parler. Ça a un effet acoustique, ça permet d'étouffer le bruit. Voilà. Ah ouais, incroyable. En tout cas, c'est très beau, c'est sculptural. Alors, on continue on va rentrer un peu dans le détail là de l'Attilio maintenant. Donc là, les codes que vous avez voulu donner, c'est quoi ? C'est plutôt la haute couture, la haute gastronomie. La haute gastronomie, donc le luxe, la haute couture, mais tout en restant abordable, bien évidemment. C'est un lieu d'excellence, mais pas exclusif. Là, on a vraiment joué sur des matériaux. Alors, il y a deux approches en fait. On a vraiment jouer sur l'expérience sensorielle du client. Comme je disais, il y a différents univers avec un bâtiment architectural assez complexe parce qu'on a beaucoup de niveaux avec pas forcément des très grands espaces. Donc là, en l'occurrence, ce que l'on voit, c'est la salle de restaurant. Donc c'est le restaurant gastronomique. On a vraiment joué avec des jeux de miroirs pour agrandir les volumes et donner au client un effet un petit peu inattendu. Et il est vraiment plongé dans un univers. Donc avec des matériaux nobles aussi. Un mixte de matériaux nobles. Donc, c'était quoi ce lieu avant ? C'était un restaurant déjà ? C'était un restaurant, ouais. Mais qui n'avait absolument rien à voir avec ça. Donc c'était un restaurant, c'était le Daçaï Robuchon. Le restaurant L'Attilio, en fait, c'est Attilio Marezzo, le chef, qui est doublement étoilé, qui a collaboré de nombreuses années avec Joël Robuchon. Et en fait, il a repris ce qui était Daçaï Robuchon pour le transformer pour être L'Attilio. Voilà. Alors là, on voyait donc ces codes assez beaux, hein, et cet effet miroir, effectivement, pour agrandir l'espace. J'ai quand même envie de vous poser à toutes les deux une question. Quand on fait un projet de déco, par exemple, pour chez soi, on sait qu'il y a des couleurs qui vont mieux dans certains endroits que d'autres. Par exemple, le vert dans une salle de bain, ça donne pas très bonne mine. On ne le conseille pas trop. Est-ce que dans ces projets liés à la gourmandise et liés à l'alimentation, il y a des couleurs interdites ?
Si on parle des restaurants, moi j'ai tendance à éviter le verre aussi dans les restaurants. Pourquoi ? La petite différence avec le projet de boutique, c'est que dans un restaurant, on doit mettre en valeur, on doit mettre en scène autant les personnes, les clients du restaurant que ce qui se passe dans l'assiette. Le verre a tendance à transformer un petit peu par réflexion les températures de couleur et donner mauvaise mine en effet. Voilà. Et dans une boutique, à contrario, moi dans ma boutique, j'ai privilégié des teintes, une ambiance plutôt claire, des teintes neutres et unies parce que j'ai le sentiment que c'est le support le plus neutre pour mettre en valeur les différentes couleurs et textures des produits. Il y a des couleurs qui coupent l'appétit, par exemple. Alors, les couleurs ont un impact sur le psychisme des personnes, ça c'est bien connu. On a tendance à dire que le bleu est très calme et a tendance à couper l'appétit. Au contraire, les tonalités rouges et orangées ont tendance à activer le rythme cardiaque et donc ouvrir l'appétit. Après, ça va dépendre vraiment de la mise en scène qu'on va vouloir faire et de l'univers recherché. Comme disait Marie, les tonalités vraiment blanches, beige, neutre, avec des touches de laiton, comme Marie a fait dans la pâtisserie, ont une connotation très luxueuse et avec une vraie mise en valeur des produits. Après, on peut avoir des univers... là, on voit qu'on a des tonalités neutres, mais légèrement boisées, orangées. Ça donne un côté un peu chaleureux. Ouais. Et alors, ce qu'on voit, par exemple, vous avez voulu mettre en avant les bouteilles dans ces sortes de bibliothèques éclairées. Oui, alors ça, c'est un grand classique, les caves à vin dans les restaurants. Après, l'exercice, c'est comment essayer de les décliner de manière un petit peu inattendue et en cohérence avec le projet. En l'occurrence, là, les vitrines étaient déjà existantes. Parce qu'on parle d'une rénovation lourde, mais les vitrines étaient déjà existantes. On les a conservées, on les a juste rhabillées avec du bronze pour avoir un côté luxueux. C'est un petit peu les codes des palaces parisiens, le laiton, le bronze, le marbre, les boiseries un petit peu foncées, orangées. Sur les murs, donc des boiseries, c'est ça ? Oui, partout. Ouais. D'accord, que vous avez gardé ou que vous avez apporté ? Que l'on a fait, c'était de la peinture avant. Que vous bien avez sûr. apporté, évidemment. Ça, c'est le rôle des agenceurs Voilà. qui font un travail fabuleux avec lesquels on ne pourrait pas faire... sans lesquels nous ne pourrions pas livrer les projets. Avec un superbe escalier. Oui, un escalier monumental qui était existant. La main courante a été refaite. Le client l'a fait faire en Turquie. Elle a été faite complètement à la main. Et on est sur un jeu de transparence avec un voile moiré pour donner de l'intimité. Ça, c'est important aussi dans les lieux comme ça de gastronomie. Les gens aiment bien, en général, avoir un effet un peu cocon. Au total opposé des fast-food. Oui, là, on n'est pas dans le fast-food très clairement. Voilà, tout est très soigné. Donc, c'est quoi l'identité de marque que vous avez voulu donner ? Le code luxe, un peu, haute gastronomie ? Difficile de répondre précisément. C'est vraiment des tonalités, des matériaux, un environnement qui fasse luxe, haut de gamme, qui accueille le client d'une manière vraiment qualitative. Qualitative. Voilà, qualitative. Ouais. Et puis, il y a un côté feutré aussi, retiré, où on se sent bien. Après, la cuisine de ce restaurant est assez moderne, très haut de gamme, mais assez moderne dans le sens où il y a des saveurs vraiment inattendues. C'est pas la vraie bonne cuisine traditionnelle. Là, c'est vraiment de la cuisine très raffinée. Donc, il fallait que le lieu soit en adéquation avec les clients. Il ne faut pas non plus qu'il y ait un trop gros décalage entre l'environnement et l'assiette, bien sûr. Et voilà, et ce qu'il y a dans l'assiette. Alors Marie, vous connaissez Christophe Michalak depuis quelques années déjà ? Oui, on se connaît bien. Depuis plus de 10 ans. C'était à l'époque où il était encore le pâtissier en chef de l'hôtel Plaza Athénée. J'avais d'ailleurs dessiné pour lui à l'époque un petit serviteur à pâtisserie pour le goûter de la galerie de l'hôtel. Et puis ensuite, j'ai construit ses premières boutiques il y a 10 ans précisément, qui n'avaient rien à voir avec celle-là, qui
qui était dans un univers de super-héros. Il réalisait en quelque sorte ses rêves d'enfant, et puis il a grandi dans tous les sens du terme, on va dire. Il a vendu sa marque, qu'il dirige toujours, mais avec ses nouveaux investisseurs, ils avaient envie de la faire évoluer. Voilà. Donc, j'ai eu 3 demandes très claires, ce qui était assez agréable. La première, c'était de grandir, de monter en gamme. La deuxième, c'était de réunir toutes les offres de la maison, donc le pain, la viennoiserie, la pâtisserie et le chocolat dans un même lieu, ce qui n'existait pas dans les boutiques précédentes. Et la troisième demande, c'était de pouvoir dupliquer ce concept facilement, en tout cas pouvoir le décliner sur des typologies de lieux différents, qui vont être très différents en fonction de leur développement. Et alors là, qu'est-ce que c'était que ce lieu à la base ? Alors bon, ben là, j'ai mis une photo d'une autre boutique. Ce n'est pas Étienne Marcel, c'est la déclinaison à Neuilly. Ouais. On a eu la chance pour la première boutique, donc le flagship, d'avoir une boutique donc sans charme particulier, mais qui avait l'avantage d'être un beau plan carré dans le quartier des Halles, qu'on surnommait autrefois le ventre de Paris. Donc c'était plutôt inspirant. On a commencé par rehausser les plafonds et la devanture pour retrouver le volume d'origine. On a créé un triptyque d'arches pour présenter de manière hyper claire les 3 volets. Donc à gauche et à droite, la pâtisserie et la viennoiserie qui offrent une belle visibilité depuis la rue et le chocolat au fond. Voilà, ensuite sont venus s'inscrire les meubles de vente en fer à cheval de manière assez enveloppante, et au centre un petit meuble de présentation à confiture et à goodies, à achat d'impulsion. Et puis enfin, on a dessiné un lustre sur mesure, une pièce forte qui est devenue un marqueur de la nouvelle identité des boutiques. Voilà. Avec la faïence de carreaux cassés. Ouais, très chouette. Alors voilà, on retrouve cette mosaïque qui a été réalisée par un artisan, vous disiez ? Oui, par une mosaïste. C'était un réel plaisir de découvrir et d'approfondir cet artisanat avec cette personne qui s'appelle Betty Lefebvre et qui a réussi avec brio à nous intégrer les petits éléments graphiques et le logo de la marque. C'est ravissant. Est-ce que le choix des matériaux, oui, j'imagine que c'est très important dans un projet. Par exemple, là, qu'est-ce que vous avez décidé pour le choix des matériaux ? C'est très important, une palette de matériaux bien choisie et harmonieuse pour l'identité d'une marque. C'est un peu comme les ingrédients d'une recette de cuisine, finalement. Ouais. On peut les choisir indépendamment par simple envie d'utiliser un matériau au départ, mais il va falloir les faire cohabiter de manière harmonieuse. Ça, c'est notre job. Exactement. Et puis j'ajouterais aussi qu'on a des contraintes d'exploitation. Il faut qu'on aille sourcer des matériaux. Alors il y a la réglementation, donc des matériaux pour la plupart du temps résistants au feu, et puis surtout facilement nettoyables. Évidemment. Et là, des fois, on se heurte entre ce que l'on voudrait faire et la réalité de l'exploitation. Et c'est à nous justement de trouver les astuces pour proposer des matériaux déjà éco-responsables, parce qu'on nous le demande de plus en plus, enfin systématiquement je dirais, des matériaux résistants et facilement nettoyables. Et de trouver donc des solutions. Oui, Marie, vous vouliez ajouter quelque chose ? C'est une vraie différence par rapport à un projet résidentiel, par exemple. Le grand passage, le nettoyage fréquent, il faut que le nettoyage soit facile. Et puis surtout quand on a affaire à des commerçants comme Christophe qui ont beaucoup de succès et qui ont à gérer des fortes affluences par moment, avec un temps maussade. Évidemment. Alors on voit beaucoup d'architectes qui sillonnent les allées de Maisons et Objets, parce que c'est ici aussi que vous trouvez pas mal d'inspiration finalement, et aussi, j'imagine, du mobilier, des artisans. Voilà. C'est quelque chose de riche pour vous de faire ce salon. Alors, ce qui est très intéressant sur un salon comme Maisons et Objets, c'est la scénographie. Parce que nous connaissons les produits, nous allons voir les showrooms, nous avons les catalogues, nous touchons les matériaux. Mais le fait de voir les scénographies, on voit des mises en scène et on voit vraiment, par exemple, une faïence. On va voir un bout de faïence, c'est très beau, on va l'imaginer, on va faire des 3D.
mais le fait de l'avoir mise en scène sur un stand, ça peut nous donner une autre perception. Donc c'est plus, pour ma part, c'est plus la scénographie qui est très intéressante. Et puis aussi découvrir les nouveautés et la liaison humaine avec les fournisseurs. Marie, un mot sur Maisons et Objets aussi? Je suis complètement d'accord avec Christine. C'est un peu comme nos commerçants, leurs installations, leurs stands sont un peu un prolongement de leur philosophie et une manière, étant donné que c'est éphémère, une manière un peu folle de nous faire partager leur marque autrement. Et vous, dans vos projets, vous essayez aussi, vous l'avez dit, je reviens en arrière, d'apporter une expérience aux clients. Ça, c'est le grand mot qui revient beaucoup, beaucoup en ce moment sur toutes les lèvres. Et c'est vrai que finalement, pour nous faire bouger, sortir de chez nous, parce qu'on est tous un peu collés à nos ordinateurs, qu'on a tout à disposition maintenant par Internet, on peut acheter, on n'a plus besoin d'aller dans les boutiques. Pour aller dans les boutiques, il faut peut-être offrir un petit plus, c'est le côté expérience. Et alors, qu'est-ce que vous avez proposé à l'Attilio comme expérience? On a vu déjà l'épicerie fine. Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une expérience gastronomique complète. On arrive avec la présentation que l'on a vue de l'épicerie. On arrive sur un premier niveau où on a un bar-bistrot. Un deuxième niveau où on va découvrir un restaurant gastronomique et un troisième niveau où il y a la cuisine du chef Attilio. C'est une salle privée, une table du chef, comme on appelle ça dans les grands restaurants et les hôtels haut de gamme. Là, c'est vraiment l'expérience culinaire complète où on voit en fait les cuisiniers, on aperçoit donc on les voit sur à droite, le visuel, on aperçoit vraiment le travail en cuisine et on peut être servi par le chef. Et il y a une interaction globale. On a les odeurs de la cuisine. C'est vraiment. Donc on réserve pour être à la table du chef. Voilà, c'est l'expérience. Cette table du chef a été créée dans les cuisines. On a pris une partie de la cuisine et on a refait une boîte dans la boîte pour vraiment avoir une expérience culinaire maximale. Et le fait d'avoir différents niveaux avec différentes ambiances, il y a 3 cartes différentes. Il y a la carte du bistrot, la carte du restaurant gastronomique et puis la carte du chef qui est là plus exclusive. Et lorsque l'on monte au dernier niveau, on est vraiment immergé totalement dans la cuisine. Donc on a les odeurs, on voit l'activité de toute l'équipe. Oui, et le privilège d'échanger avec le chef aussi. Voilà, c'est vraiment une expérience forte, puisque c'est très important maintenant, les clients cherchent des expériences. Selon les étages, voilà, il y en a pour tous les budgets et pour vivre des expériences de plus en plus dingues. C'est primordial. Donc là, c'est vraiment une expérience sensorielle et de découverte. Après, là, ça concerne l'Attilio. Après, sur d'autres projets, on peut avoir des expériences immersives avec la réalité augmentée. Ça arrive. Ouais. Je crois que la conférence d'avant en a fait état. Avec toute la technologie que l'on a, ça peut être des expériences sensorielles, olfactives ou alors visuelles. Ça peut être des expériences avec des changements de décor. Après, d'ailleurs, c'est nos limites maintenant. D'ailleurs, à ce propos, demain à 14h, il y aura une conférence sur le design sonore et le design olfactif, si jamais ça vous intéresse. Parce que ça, c'est pareil, on peut faire des choses étonnantes. On continue à parler expérience. Marie, alors voilà, c'est peut-être le serviteur dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Alors, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, mais celui-là, il est beau. Mais quand on travaille avec les chefs pâtissiers, c'est un petit univers, un petit monde. Donc, il y a pas mal de bouche à oreille. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler pour pas mal d'autres pâtissiers. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est que les gâteaux sont des bijoux et ils sont présentés un peu comme des bijoux finalement, sur des objets qui sont précieux, le fameux serviteur. Alors, le prix Paris Shop and Design qui est en partenariat avec nous sur cette conférence. Donc, c'est un prix avec plusieurs catégories. Cette année, il y en avait 6, mais il y en aura peut-être d'autres encore qui vont s'ajouter. Alimentaire, mode, maison, décoration, bien-être, santé, beauté, hôtel, café, restaurant, culture, loisirs. Vous avez donc présenté toutes les deux vos projets. Vous êtes finalistes sur ce prix. Du coup, vous avez un peu regardé aussi ce que faisaient les autres concurrents. Quel est le projet finalement que vous avez retenu l'une et l'autre? Alors, les projets étaient tous magnifiques.
Ce que j'ai aimé, c'est un projet d'un garage. J'ai trouvé ça assez surprenant parce que c'est vrai que le design jusqu'à présent, je n'avais pas vu. L'expérience client s'invitait dans des lieux comme un garage et j'ai trouvé ce projet complètement atypique et innovant. Je crois il y avait un côté réparation, un côté vente, accueil client, et j'ai trouvé ça vraiment très créatif et osé pour faire ça dans un garage atelier comme ça. J'ai vraiment été surprise et ça m'a interpellée. C'est vrai que le projet est un peu fou. En fait, ça s'appelle Rêve Mobilities. C'est pas un garage comme les autres. C'est un garage dans lequel vous allez apporter votre vieille voiture que vous adorez et ils vont la transformer en véhicule électrique. Donc n'importe quelle voiture, finalement, n'importe quel véhicule, vous l'apportez là-bas et vous pouvez le transformer en véhicule propre, en véhicule électrique. Il y avait un problème budgétaire aussi sur ce budget parce que c'est en plein 15e arrondissement, un vieux garage très ancien, très sale, très noir. Et l'architecte a eu une idée pour faire baisser le prix des travaux, finalement, de le diviser en deux. Donc il y a une partie qui est ultra clean, très blanche, vraiment super clean, et l'autre partie qui est restée dans son jus. Et ça montre bien d'ailleurs la différence entre le véhicule qu'on apporte, qui fonctionne à l'essence, et le véhicule qui va se transformer pour être un peu plus écologique. Avec donc une partie côté bureau, évidemment, c'est le côté propre, vous voyez, vraiment tout blanc, absolument blanc. Et puis le côté pur jus, avec bien souvent un sol noir, des vieux outils. Et c'est vrai que c'était assez amusant de voir ce contraste. Et c'est une belle réalisation finalement qui est partie d'un problème budgétaire, de comment on réduit un peu D'une contrainte. D'une contrainte, voilà, une contrainte qui a fait naître la bonne idée. C'est exactement ça. L'intérêt de faire appel à des architectes d'intérieur. Oui, bah ça c'est sûr que sans un archi, l'idée n'aurait pas pu être là. Marie, vous, votre coup de cœur alors parmi les autres concurrents de ce prix? J'ai adoré le garage, mais il était déjà choisi par Christine. J'ai été agréablement surprise de voir dans la sélection un projet de boutique comme des garçons. Ça fait des décennies que cette marque existe et son créateur, Junya Watanabe, a vraiment su insuffler une identité forte, hein, c'est le thème de notre talk, à cette marque au fil des années, que ce soit dans les boutiques qu'il conçoit lui-même comme celle-ci ou dans celles qu'il confie à des architectes toujours très bien choisis. Et c'est Kawakubo, la designer qui a réalisé ça, elle a 82 ans et elle continue à porter cette marque. Donc là aussi, on a finalement une dualité entre ce côté très blanc, une boutique qui n'est pas comme les autres. Le principe de Comme des garçons, c'est d'être toujours un peu retiré, de ne pas avoir de vitrine, d'être dans un endroit caché. Et quand on arrive, au lieu de voir des portants de vêtements comme ça, vous voyez, ce sont des niches, on déambule. Voilà, les vêtements sont exposés de manière différente et on part un peu à la recherche du trésor que l'on cherche. Et puis soudain, voilà, la couleur apparaît et elle rythme aussi le projet. Et c'était un projet très très chouette qui a aussi été récompensé dans ce prix, donc Paris Shop and Design. Et je vous rappelle que si vous souhaitez participer à ce prix, vous allez sur leur site internet, tout simplement, vous trouverez toutes les infos. Et vous retrouverez aussi tous les films, si vous avez envie de revoir le film de nos deux intervenantes ou les autres projets de ce prix, vous pourrez y aller. Voilà. Quels sont Encore une question sur, vous l'avez beaucoup dit, voilà, ça c'est quand on a une architecte, etc. Donc on commence un peu à comprendre les plus-values. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un architecte quand on crée une boutique? Autrefois, il n'y avait pas d'archi qui faisait les boutiques. Il y a longtemps eu des agenceurs spécialisés qui ont proposé aux commerçants des aménagements un petit peu sur catalogue, on va dire. Prendre un architecte d'intérieur, pour moi, c'est un gain de temps. Un gain de temps pour nos clients. La conception d'un projet, la gestion des travaux sont des activités ultra chronophages. Voilà, la bonne interprétation de leur brief de départ, un projet de qualité bien exécuté, la bonne estimation des coûts, des durées de travaux dès le départ du projet peuvent faire gagner un temps considérable à nos clients. Et puis c'est surtout une réponse sur mesure en fait. À leur image, ça se matérialise dans un lieu qui permet à
à leur clientèle de rentrer un peu plus dans leur univers et peut-être de les fidéliser davantage. Christine, quelque chose à ajouter? Alors, au-delà de ce qu'a dit Marie avec l'aspect chronophage de la conception et réalisation, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'on va quand même apporter une identité de marque qui est primordiale maintenant. On est à une ère, comme on disait tout à l'heure, Instagram, où les gens sont abreuvés d'images. Ça passe en boucle. Et qu'est-ce qui va différencier un projet d'un autre ? C'est l'expérience client, bien évidemment, mais aussi l'expérience visuelle. Parce que ce qui va amener en premier lieu quelqu'un à se déplacer dans un lieu, ça va être déjà voir. Donc si on a quelque chose de cohérent et avec une identité forte, ça peut amener les clients à adhérer au projet et avoir une meilleure visibilité. Puis on est dans l'ère du marketing, donc le marketing va forcément avec l'image. Exactement. Mais c'est vrai que ça peut arriver qu'on choisisse maintenant un restaurant aussi sur la déco avant la cuisine. C'est le lieu dans lequel on a envie d'être bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Profitez-en, vous avez ici 2 architectes spécialisés, pas que, mais vous faites beaucoup d'hôtellerie, de restaurants, de bars. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que vous avez une boutique et que vous demandez si vous souhaitez faire appel à un archi. Des questions ou pas dans la salle? Levez la main et puis on peut vous apporter un micro. Oui, on a une question devant. Bonjour. Bonjour, donc moi j'ai une petite question pour vous. Donc vous parliez d'Instagram juste avant en disant que c'était important pour vos clients que les lieux soient un petit peu instagrammables, en tout cas qu'ils soient photogéniques. Comment est-ce que vous faites pour que... est-ce que vous réfléchissez à cette dimension de photogénie et du fait qu'un projet soit... est-ce qu'on peut le prendre en photo? Est-ce qu'il va bien rendre en photo quand vous faites la conception? Alors, c'est une très bonne question. Oui, on le prend en compte. Enfin, pour ma part, parce que c'est une demande des clients. Maintenant, on n'a pas un seul projet qui accueille du public. Donc, ça peut être hôtel, restaurant, même des casinos. Les clients nous demandent toujours... Attention, il faut que ce soit instagrammable. Alors, c'est souvent ciblé sur les toilettes. Donc, il doit se passer des choses intéressantes. Et c'est vrai que les toilettes, mais allez-y toujours dans les restaurants, les hôtels, il y a des toilettes incroyables. Même dans les casinos, ouais. On innove. Mais c'est vrai que les clients nous le demandent parce que ça va être l'identité. Alors, c'est pas la seule identité, bien évidemment, les toilettes. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Mais les clients nous demandent d'avoir des lieux instagrammables. Et ça, c'est systématique. Alors, ça va rentrer dans la conception. On ne va pas se focaliser, on ne va pas faire un projet en disant voilà, on va commencer par un lieu instagrammable et on va développer. C'est plutôt l'inverse. En fait, on part d'une échelle et on va réduire et on va avoir des petits corners où on va se dire ah ben tiens, ça se serait bien, et on va peut-être pousser un petit peu plus l'exercice en se disant tiens, quand les clients vont arriver, comme ça ils pourront se prendre en photo. C'est plutôt cette démarche conceptuelle que l'on a. Sinon, j'ai une deuxième petite question, toujours en lien avec la première. Du coup, quand vous dites un espace instagrammable, la lumière pour prendre une photo, c'est quand même important. Est-ce que dans le choix de vos lumières, vous pensez, est-ce qu'avec cette lumière, la photo va... Comment est-ce qu'elle va rendre? Est-ce que... On est très attaché à l'éclairage dans mon agence. Juste un petit détail sur les éclairages LED qui sont quasiment généralisés. Aujourd'hui, ils ont un petit indice qui s'appelle l'indice de rendu des couleurs, qu'il faut avoir très élevé. À défaut, on va avoir une photo qui est verte. Voilà. Merci beaucoup. Anecdote. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, là-bas au fond. Oh, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à votre client, oui, excusez-moi, pour votre client, pour créer un restaurant ou café très succès, sauf le très bon cuisine. Ouais. En dehors de la cuisine, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller pour avoir un lieu au top? Il y a plusieurs paramètres qu'on va prendre en compte.
donc le lieu et puis la clientèle ciblée et l'expérience que vous voulez offrir à vos clients. En fonction de ça, on fait une mise en scène. Donc c'est très difficile de vous répondre spécifiquement. Je peux vous répondre de manière générale parce que chaque projet est différent et heureusement. On a vraiment des projets qui n'ont rien à voir les uns par rapport aux autres, mais il faut vraiment, je pense, faire très attention à avoir une cohérence globale, en fait, sur ce que vous voulez apporter à vos clients et l'expérience sensorielle et l'environnement dans lequel ils vont rentrer. Donc finalement, c'est se poser la question de qu'est-ce que le client va ressentir, qu'est-ce que je veux que le client ressente quand il va être chez moi, quelles sont les émotions que ça va générer. Il y a ça, et puis après, il y a la démarche inverse aussi. Il y a des restaurateurs qui peuvent nous dire, voilà, on va faire une cuisine brasserie classique, qu'est-ce que vous nous proposez? Et là, on peut peut-être oser des fois développer des concepts assez forts qui vont complètement surprendre et immerger le client d'une manière totalement inattendue. Donc, je serais tentée de vous dire que c'est vraiment au cas par cas, mais le fil conducteur, c'est vraiment une cohérence du projet. J'espère que ça a répondu à votre question. Après, il y a des petites listes moi, j'ai ma petite liste de choses à éviter impérativement dans les projets de restauration. Qui, moi, personnellement, en tant qu'utilisatrice, peut me gâcher l'expérience complètement. Les courants d'air, les odeurs de cuisine, il y a une mauvaise extraction ou justement des appels d'air, les tables bancales, une assise qui serait trop basse ou trop haute par rapport à la hauteur du plateau de table, un mauvais éclairage et une mauvaise acoustique. Le bruit, ouais, j'allais dire, le bruit, ça peut être pénible Voilà. dans un restaurant. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des choses à éviter en tout cas. Les aspects techniques sont très très importants. Et les flux aussi, bien définir dès le début du projet les flux. Bien sûr. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions pour nos deux archis? Oui? Non? Plus de questions? Alors moi j'en ai encore une. Souvent les clients peuvent être, on va dire pénibles, ou en tout cas ont des idées très arrêtées qui correspondent peut-être pas à là où vous voulez les emmener. Comment on fait avec les contraintes imposées par le client? Ça n'arrive jamais. Non, en réalité, je pense que dès lors qu'on a décidé de travailler ensemble, on arrive toujours à trouver une solution qui concilie notre besoin créatif et leurs contraintes. Et puis c'est d'ailleurs grâce à certaines contraintes que j'ai trouvé personnellement dans mes projets des réponses aussi inattendues qu'intéressantes. Donc il y a toujours un moyen. Alors, moi, je voudrais... Oui, vous voulez, Christine, allez-y. Oui, non, c'est une question de confiance avec le client. Et d'écoute, bien sûr, d'avancer ensemble. Bien évidemment. Ouais. Là, c'est un projet, c'est votre projet, Christine. Qu'est-ce que c'est en 2 mots? C'est un projet en cours. En fait, on a gagné un concours au Portugal, à Lisbonne, à Estoril précisément. On refait une plage complète. Qui va s'appeler une plage complète qui va s'appeler Estoril Riviera avec un country club, une villa et puis pas mal, hein, beaucoup ça de donne milliers envie. de mètres carrés. C'est encore confidentiel, voilà. Et là, c'est une des parties. L'image qu'on voyait avant, c'était une des parties du country club. Ça va être le pool lounge. Là, c'est une partie du pool lounge. Donc, on va vraiment. C'est le même projet ou c'est autre chose? Là, c'est autre chose. Ouais. Là, c'est un projet de restaurant pour un chef étoilé. C'est un projet de restaurant dans un hôtel casino. Très bien. Projet de Marie que certains, si vous êtes allés sur le salon Équipe Hôtel, vous avez pu voir ce projet. Qu'est-ce que c'est, Marie? En quelques mots rapides. On nous a confié un des espaces d'inspiration cette année. Et donc là, c'est une suite d'hôtels imaginaires un peu dingue et hyper immersive qu'on a imaginé pour cet espace et qui inclut une bande sonore sur mesure, une ambiance olfactive sur magnifique salle de bain. C'était très, très beau. Et ça, c'est un projet... Voilà. Et ça, c'était un petit clin d'œil au prix Paris Shop and Design. C'est la 2e fois que je participais. La première fois, c'était en 2018 avec le restaurant du chef étoilé Jean-Louis Nomikos. Voilà.
Très beau aussi, voilà. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, voir tous ces gâteaux, entendre parler de cette cuisine gastronomique, je dois vous avouer quelque chose, j'ai un petit peu faim, là. Je sens cette petite faim et j'avoue que je ne suis jamais rassasiée de décoration. J'imagine que c'est votre cas aussi, que c'est pour ça que vous êtes là. Alors, je vous propose maintenant d'aller arpenter avec délice les allées du salon Maison et Objets. Merci beaucoup à vous deux pour cette conférence. Merci à tous. Merci au public, merci à l'équipe technique et n'oubliez pas de retrouver toutes les vidéos évidemment sur le site internet Maison et Objets.